Salut Flo, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai vraiment de la chance. T'es à Paris en ce moment, parce que normalement t'es basé à Marseille. Donc non, franchement, je suis trop content de t'avoir. Surtout que tu reviens de championnat d'Europe où t'as eu 3 médailles, Ouais, 2 d'argent, une de bronze. Franchement, félicitations. merci. Surtout que j'ai cru comprendre que ta préparation a été un peu, un peu chaotique. Ouais. Ouais, ça a été ah, chaotique. Pour moi, c'était très bien parce que Ouais. j'avais accès à cette préparation pour les championnats d'Europe. Enfin, je n'aime même pas dire une préparation parce que c'était pas du tout important dans cette année, mais je me suis dit, tu prends un max de plaisir maintenant, tu fais ce qui te fait du bien, euh, et on verra bien ce qui se passe au championnat d'Europe, parce que j'ai pas envie d'arriver au mois de mai et me dire Je suis cramé. ouais, et j'ai Ouais. envie de faire autre chose et j'ai envie de profiter de la vie, parce que c'est quelque chose qui peut m'arriver même à 3 mois des Jeux. Donc les gens généralement ne comprennent pas ça, mais ouais. Donc je me suis dit, tu prends un max de plaisir, tu fais ce qui te fait du bien. Ce qui me faisait du bien, c'était d'être avec mes potes, de Ouais. beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, j'avoue. Ouais, j'ai cru voir passer Mais quelques trucs. ouais, mais au final, En fait, c'est ce dont les gens se rendent pas forcément compte, c'est que, en fait, l'important, c'est d'être bien dans sa tête. ouais. Le travail, il est fait en amont. Toi, ça fait, je sais pas, 25 ans, enfin, même C'est 30 ma ans. 30e saison. C'est ta 30e Ouais. saison. Ça fait 30 ans que tu fais de la natation. Le corps, il a une mémoire musculaire. Tu sais nager, tu vas pas perdre ça du jour au lendemain. Et ce qui va faire la différence, c'est le fait d'être bien mentalement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors là, je suis un petit peu dans l'abus, mais pour faire un parallèle avec l'année dernière, où j'ai tout fait parfaitement, tu vois, je mettais les lunettes vert-orange contre les lumières bleues le soir. Ah ouais, Ouais. t'étais à ce niveau-là. J'ai essayé. Mais c'est pas du tout moi, en fait, tu vois. Et je suis arrivé au championnat du monde, en fait, à Melbourne l'année dernière. Et j'ai fait 6e ou 7e en 20,91. Chrono qui est pas ouf. Ouais. Mais j'avais tout fait bien. Donc Ok. du coup, quand tu fais tout bien, tu t'attends à ce que ce soit Exceptionnel, vraiment enfin, un peu vraiment mieux, tu bien, vois. ouais. Et cette année, je me suis entraîné, je commence à m'entraîner, je dirais le 5 octobre, pour avoir les championnats d'Europe le 5 décembre, et j'ai fait 20,74 en m'entraînant beaucoup moins et en faisant beaucoup la fête. Ouais. Donc, Mais- ce qui se passe là-haut, c'est aussi hyper important. Ouais, et puis on en parlait avant que le podcast. On a beaucoup trop parlé en fait avant que le podcast ne débute. C'est que c'est vraiment ça qui fait la différence entre un champion et un sportif de niveau, de bon niveau au final. C'est vraiment le mental. Et enfin, en fait, faut être un peu fou. Faut être un peu fou pour être un champion. Mais je pense aussi qu'il faut savoir se connaître. Et là, tu me disais, c'est ta 30e saison. Tu sais ce qui fonctionne pas, même si on apprend toujours, tu vois, mais Mhm. en tout cas, tu sais que t'as besoin d'être bien pour performer. Et c'est d'autant plus impressionnant que ben, tu sortais en plus d'une désillusion un peu sur les championnats du monde. 2 même, parce que j'ai fait 2 championnats du monde où j'ai fait 12e. Ah ouais? 2022 et 2023, ouais. Ah ouais, donc moi j'étais resté sur celle en 2023 où Ouais. tu sors en demi-finale et dans une interview tu dis ben je comprends pas. Mm. Je comprends pas. Parce Ça arrive même après 29 ans de natation Ouais. de pas comprendre. Ouais, c'est fou. Mais comme tu disais, c'est peut-être le fait que t'aies pris t'aies fait les choses trop parfaitement et que ça te ressemble pas au final. Ouais, je bosse avec mon prépa mental depuis 2011, hein, depuis que je suis arrivé à Marseille. Ok. Et on est sorti des championnats du monde et on a analysé ça un petit peu comme ça. C'est que généralement, je suis un athlète un petit peu différent des autres, en tout cas dans mon sport, qui voit les choses un petit peu différemment. Certainement aussi parce que j'ai déjà réussi et atteint tous mes rêves, donc j'ai une approche très différente. Mais quand même, quand j'arrive dans un grand championnat, j'ai du mal à rester moi-même parce que je me fais aspirer par l'énergie générale des gens. Et en fait, ce qui s'est passé là, par exemple, au championnat d'Europe, c'est que j'arrive, j'étais tout foufou, tu vois, j'avais passé 2 mois génial, où je m'étais entraîné évidemment, Bien sûr. mais à côté de ça, T'avais pas j'avais tout fait parfaitement au niveau d'hygiène Voilà. de vie, et tu Voilà. voulais juste être content dans ta vie. ouais. Et je suis arrivé là-bas, c'était à Bucarest en Roumanie. Et donc, je commence à tout faire bien, je m'échauffe bien. Tes routines. Voilà, tu vois, chose que j'ai pas fait depuis 2 mois et demi. J'avais pas fait un étirement pendant 2 mois, et là, d'un coup, je me fais 40 minutes. Moi, c'est soit 0, soit 100%. Ok, d'accord. tu vois. Et donc, j'arrive donc quelques jours avant le 50, et donc, je mets ça en place, et je fais les séries le matin. Ça se passe pas très bien, tu vois, pas dingue. Et l'après-midi, j'arrive à la piscine pour les demi-finales. Je suis sur mon tapis pour essayer de m'échauffer, et j'arrive pas. T'arrives pas à t'échauffer? Non, j'arrive pas à Ouais. m'échauffer, et je me dis, putain, je regarde les gens, et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Pourquoi je suis là ? Je suis à Bucarest, je suis en train de faire des championnats d'Europe petit bain, j'ai pas du tout envie d'être là, en fait. Donc,
étant capitaine de l'équipe de France. Faut quand même sauver les apparences. Ouais, voilà. Donc je me dis, allez, tu fais ta course, tu sais quoi, tu t'échauffes à moitié. De toute façon, c'est pas ce que tu vas faire là dans les 10 prochaines minutes qui vont changer ta course. Et donc, je passe ric-rac 7e en finale. Et en fait, en analysant ma course du soir, qui était aussi pas dingue, mais un petit peu mieux que le matin, je vois des choses qui sont bien. Et en fait, je me suis raccroché à ça. Et la personne avec qui j'étais, qui me coachait là-bas, parce que j'avais pas mon entraîneur là-bas, m'a dit, bah là, il faut que tu fasses sur ton plongeon, par exemple, je pense que faut que tu ailles un petit peu plus loin. Et en fait, je me suis dit, putain, là, il y a un truc excitant à faire. Il y a un truc, il y a un challenge. Il y a un challenge dans mes championnats d'Europe. Un truc qui m'excite. Vas-y, let's go. Et en fait, ça m'a redonné le sourire. Et le lendemain, je suis arrivé, j'étais un autre homme et voilà, je fais 2e, quoi. Donc, tu penses que ton entraîneur t'a dit ça, genre, premier degré, ou bien il pensait que ça allait être un levier qui pourrait t'amener à... C'est un levier mental, mais c'est aussi un levier sur la perf physique, tu vois. Un truc d'ancrage, peut-être. Ouais. Ok. En fait, nous, le plongeon, moi, c'était un de mes points forts avant. Et là, petit à petit, c'était devenu un truc où j'étais dans la moyenne. Ouais. J'étais pas fou. Et il me dit, mais je pense qu'il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu passes plus de temps en l'air. Ok. Et vu que je suis un athlète qui est lourd, je prends de la vitesse et du coup, j'ai de la vitesse dans l'eau. D'accord, je comprends. Et quand tu as de la vitesse dans l'eau, bah, tu commences ton 50 mètres avec une vitesse de base plus élevée. Bien sûr. Et en gros, un 50 mètres, nous, c'est celui qui ralentit le moins. Ok. En fait, la vitesse max que tu as, c'est entre le 15 mètres et le 20 mètres. Ok. Et petit à petit, tu ralentis. Tu vois, tu peux pas accélérer, ça n'existe pas. D'accord. Tu vois, en athlète, tu commences à vitesse nulle et t'accélères, t'as ta vitesse de pointe, je dirais à 70 mètres peut-être. Ouais. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais je dirais que c'est ça. Attends, la police de l'athlétisme qui veut nous rattraper. Et nous, en fait, vu qu'on passe, tu sais, ce moment sous l'eau là, où on va très très vite, tu sors de ta coulée et c'est là où ta vitesse est très très haute. Donc en fait, le but, c'est de ralentir le moins possible. D'accord. Et donc, de changer mon plongeon, ça m'a donné une vitesse de base plus haute qui m'a permis aussi de mieux m'exprimer après. Ok. Et c'est assez technique, mais... Ouais, non, mais bien sûr. Par contre, c'est hyper intéressant parce que c'était l'une de mes questions. T'sais, dans certaines interviews, tu dis qu'il y a des choses que tu vois qui sont bien, etc. Et ben là, tu m'as donné les clés pour comprendre. Tu vois, par exemple, j'avais pas du tout cette notion de. Pour moi, c'était à la limite plus rapidement t'es dans l'eau, plus efficace va être ta coulée. Mais ça, c'est peut-être sur les virages, des choses comme ça. Alors que le plongeon, faut que tu te serves de ta puissance pour avoir de l'inertie. En fait, je pense que ça dépend des athlètes. Il y a pas. Encore une fois, faut que tu trouves le truc qui te correspond. Ouais, et puis tu vois, moi je fais 1m99, 106 kilos. Le mec qui va être à côté de moi, il va faire 1m85, 80 kilos. On n'a pas les mêmes raideurs, on n'a pas les mêmes points forts. Et ça sert à rien de faire du copier-coller. Exactement. On est tous très différents physiquement et mentalement aussi. Donc il faut trouver son truc. Tu peux copier 2-3 trucs. Moi, c'est ce que j'avais fait à Marseille. En fait, je me mettais sous l'eau à l'époque où il y avait Fred Bousquet, etc. Et je regardais ce qu'il faisait de bien, et en fait, je me le suis approprié. Donc je nage pas du tout comme lui, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais lui piquer, je vais faire ça à ma sauce, et j'ai piqué 2-3 trucs à des mecs, tu vois, quand j'étais jeune. Et ça a plutôt bien marché, mais non, je trouve ça cool. Il y a aussi un truc que je trouve qui est assez redondant dans ta carrière, c'est, enfin, notamment aux Jeux Olympiques, après c'est facile parce que c'est une fois tous les 4 ans, mais j'ai l'impression que quand t'es outsider, ça te réussit plutôt bien. Notamment à Londres. Alors à Londres, tu savais que tu avais le potentiel d'être médaillé et de gagner, mais tu savais, enfin, c'était pas forcément ta place, c'était pas attendu. Pareil à Tokyo, où en soi personne t'attendait vraiment. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un truc où, je sais pas, t'arrives un peu libéré. Ouais, il y a ça. Et il y a ce truc d'énergie positive en fait, parce que t'as pas grand chose à perdre. Et être l'underdog, je trouve ça génial de. T'es le chasseur. J'adore chasser. Non, mais honnêtement, c'est beaucoup plus excitant que d'avoir des mecs au cul et que tout le monde te dise, bah, de toute façon, en gros, ils te disent pas ça, mais toi, tu comprends, bah, si tu gagnes pas, t'es une merde. C'est ça. Et ça, cette phrase, elle est horrible parce que ils te le disent pas comme ça, mais. Tu le ressens. Ouais, tu le ressens. Même les médias, la façon dont. Ouais, franchement, c'est vraiment pas évident. Et je me rappelle de cette une de l'équipe avant les Jeux de Rio où t'avais, je crois, c'était la veille, t'avais Teddy, Renaud et moi. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, ils ont mis ça, genre, c'est les 3 qui vont gagner, c'est sûr, parce qu'ils maîtrisent tout ce qu'ils font depuis 4 ans, depuis Londres. Ça, c'est bon, c'est fait, on met de côté, on verra les autres, quoi.
Au final, il y en a qu'un sur 3 qui a gagné, c'était dit, tu vois. Nous, on a fait deuxième, ce qui est pas mal, mais tu vois. attends, ce qui est ouf. Ce qui est pas mal, mais quand on te met dans la tête qu'il faut que tu gagnes à tout prix, moi, je perds les jeux pour 1 centième à Rio, tu vois. Donc, dans ma tête, j'étais une sous-merde. J'étais une sous-merde et puis en plus en natation, on n'avait vraiment pas été bon. Ouais. Ah oui, puis t'es en fin de semaine, tous les espoirs un peu de sauver l'Olympiade reposaient sur toi. Ouais, et puis c'était franchement compliqué. Le relais avait été 2e, ça allait. Il y avait eu des problèmes avec les relais en interne. Camille Lacour a fait 5e, c'était ce dernier jeu. Moi, je crois beaucoup aux énergies, en fait. Et à Londres, c'était l'inverse, avec Camille Muffat qui avait gagné, le relais 4x100, Yannick Agnel qui avait gagné. Et moi, j'arrive en fin de semaine, je suis gonflé à bloc. Je me dis, ils ont gagné, c'est les Français, ils ont gagné, bah, moi, je peux le faire possible, aussi. Ouais. Alors qu'à Rio, c'était tout l'inverse. Voilà. Ouais, c'est vrai, vous étiez un peu le fer de lance de cette équipe avec la natation et tout, et ça s'est pas du tout passé comme vous l'entendiez. Et à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là aussi tu as pris la décision de mettre entre parenthèses ta carrière pour faire du handball? Ouais. À ce moment-là, quand tu t'es mis au handball, tu savais que tu voulais retourner à la natation? Non. Ah ouais. Non, moi je vis très au jour le jour. En fait, cette décision d'aller au hand déjà, elle vient de très très loin. Quand j'étais gamin, ma mère m'avait déchiré ma licence parce que j'avais une mauvaise note. En fait, je faisais les deux. Je faisais hand et natation. Et pourquoi le hand et pas la natation? Bah parce que je m'amusais plus au hand. Si tu me punis de natation, c'est pas vraiment une punition, tu vois. Donc elle m'a puni de hand. Et au final, j'avais 11-12 ans, donc je suis plus retourné. Et puis de toute façon, je pouvais pas y aller tout seul, c'est mes parents qui m'amenaient. Donc voilà. Et je pense que dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, bah un jour j'en referai. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai été bon en natation, donc ça a mis du temps pour que je retourne au hand. Mais c'est venu un petit peu trop tôt parce que je suis arrivé en fait derrière le pot de départ en finale à Rio et je regarde le bout comme ça et je me dis waouh, là-bas c'est les vacances, c'est la fin de ma carrière, je vais pouvoir jouer au hand. Je suis en finale olympique. Ah ouais, tu te dis ça. Ouais, donc tu vois, j'avais pas des leviers de performance de fou, tu vois, mais en même temps, c'était pas du tout mon projet d'être double champion olympique à la base. Ouais. Quand j'étais gamin, je voulais être champion olympique. Quand j'ai gagné les jeux, j'ai mon coach qui m'a dit bon, écoute, en plus vrai champion, ça arrive à 21 ans. Ouais, 21. Ouais. Un vrai champion, il gagne plusieurs fois. Ouais. Et il me dit donc il faut que tu gagnes tous les titres, ça fait les 5 étoiles, tu vois, on avait pris le truc du maillot de foot, les étoiles, etc. Donc nous on a les championnats du monde en petit bassin, grand bassin, championnat d'Europe en petit, grand bassin. Là t'en as combien là? Bah du coup en fait j'ai fait cette quête là jusqu'à 2015 et j'ai eu ma dernière étoile, c'était championnat du monde grand bassin en 2015. Donc t'as fini le jeu? J'ai fini le jeu, exactement. J'ai à 26 ans. À 25 ans. 24 même parce que je suis de fin d'année, donc j'avais 24 ans et j'avais fini cette quête. Mais sauf que l'année d'après c'était les jeux. Donc t'y vas parce qu'en fait c'est ce qu'on attend de toi, t'es dans le truc, tu réfléchis même pas. Mais j'étais pas du tout motivé de la même manière qu'avant parce que c'était pas ma quête. Et les gens me disaient bah ouais, il faut que tu y ailles, il faut que tu sois double champion olympique, personne n'a jamais fait en natation, aucun nageur a fait 2 médailles de suite en natation en individuel, etc., etc. Mais même cette quête tu l'as faite en plus. Ouais, j'en ai même eu 3, tu vois. Donc c'est très cool. Mais c'était pas la mienne. Donc en fait, ça m'animait pas autant et pour les gens, c'est très compliqué à comprendre parce qu'ils disent putain le mec, il a quand même le potentiel d'être double champion olympique et il se plaint. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que il y a des choses qui me motivent, qui sont fun pour moi et des choses qui sont un peu moins fun. Et je voulais juste avoir mes 5 petites étoiles comme j'avais fait avec mon coach. Moi, je suis très joueur. Et j'ai été bon à Rio, j'ai fait 2e, tu vois, mais je pense que j'étais pas aussi motivé que les 3 années d'avant, tu vois. Ouais, bah, ça c'est, enfin, le fait de s'approprier son projet aussi, c'est hyper important de savoir. Il faut que ça vienne de l'athlète. Ouais, c'est ça. Il faut que ça vienne de l'athlète. La bosse s'entourer du meilleur staff. Si toi, tu mets pas ce qu'il faut dans ton projet, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Je suis complètement d'accord avec ça. Et là, pour les Jeux de Paris, tu t'es staffé en conséquence. Là, a priori, c'est ton projet. Est-ce que j'ai vu que, voilà, t'aimerais bien finir sur les Jeux de Paris, mais que t'es dans encore une quête. En fait, la quête, c'est un truc assez redondant chez toi. Tu voudrais arrêter sur le même bilan que ta sœur. Ouais, j'ai dit ça il y a quelques jours au championnat d'Europe. En fait, je me suis dit, on se compare jamais, en fait, avec Laure. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder combien elle a de médailles internationales parce que ça me fait délirer de voir où on en est. Et je me suis rendu compte qu'on en avait maintenant, vu que j'en ai fait 3 de plus, je crois qu'elle en a 3 de plus que moi. Ok. Et je me suis dit que ce serait marrant de m'arrêter exactement au même nombre. Statu quo.
Ouais, j'ai pas envie d'être plus moins, tu vois. Je trouve ça cool de pouvoir de pouvoir faire le même nombre de médailles que ma sœur. Donc ça implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que soit ça implique de gagner 3 médailles aux Jeux Olympiques, sachant que je fais une seule épreuve, ça va être chaud. Ça va être chaud. Non, ça implique pas mal de choses, mais au final, tu vois, je suis allé au championnat d'Europe en ayant fait ce que je voulais, et je reviens avec 3 médailles. Donc je me dis que peut-être qu'au championnat du monde en petit bassin, c'est quand même un petit peu plus cool pour nous. On a des relais, en équipe de France, on est quand même pas mal. C'est quand c'est avant les Jeux? Non, c'est après les Jeux, ce sera en décembre 2024. Tu penses qu'après Paris, tu auras la foi de replonger dans la piscine pour aller chercher ce... Non, mais je pense que j'en aurais pas besoin. Ouais. J'aurais pas besoin de m'entraîner très dur pour aller chercher des médailles sur des relais, par exemple, tu vois. Je suis capable d'être dans les 4 meilleurs Français sur 50 mètres et d'aller chercher une médaille au championnat du monde petit bassin. Ouais. Voilà, moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, genre, après Paris, t'arrêtes parce que franchement... T'en peux plus. Ouais, il y a des matins, je me dis, waouh, vivement que ça s'arrête, tu vois. Mais au final, je vis des émotions et vraiment, je les vis beaucoup maintenant et je prends vraiment tout ce qu'il y a. Quand j'étais sur les podiums, là, à Bucarest, je me suis dit, bon, là, t'en as fait, je sais plus, 33, 34. Mais profite quand même parce que là, il y en a plus beaucoup. Il y en a vraiment plus beaucoup. Donc je regardais mes adversaires, l'équipe de France qui était en bas. Et ouais, non, j'aimerais bien vivre encore ça pour moi et j'aime beaucoup donner du bonheur aux gens, en fait. Et quand les gens, par exemple, dans la rue, ça doit t'arriver aussi, te disent pas forcément bravo, mais te disent merci. Ouais. Un merci, c'est ok, tu leur as apporté quelque chose dans leur vie, des émotions à un moment où peut-être qu'ils étaient un peu down, tu les connais pas forcément, ces gens, et tu dis waouh. Moi, je m'entraîne tous les jours, je vois personne, enfin, je vois que mon staff, mes coéquipiers. T'es dans ton truc. Ouais. Mais ces gens-là, j'arrive quand même à leur apporter quelque chose, donc tu peux te dire que c'est une source de motivation. Alors, tu vas pas y penser tous les matins, évidemment, mais quand même, je trouve ça génial parce que on est quand même on a un métier de spectacle, au final. Parce que les gens viennent voir du sport pour se divertir, ils veulent vivre des émotions. Tu vois, moi quand je regarde les jeux, quand je regardais les jeux, en 2008, c'était les derniers où j'ai pas participé. C'était pour vivre des émotions. C'est comme quand tu vas au théâtre, c'est comme quand tu vas au cinéma, quand tu vas voir un concert, tu y vas pour vivre quelque chose de fort, tu vois. Et en fait, on est un peu des rockstars ou des peintres, on est des artistes. Et les gens sont là pour avoir leur dose d'émotions fortes, mais parfois le problème c'est qu'ils oublient que nous on est des athlètes et on est aussi des êtres humains derrière. Totalement. Et ça c'est hyper dur. Ils comprennent pas forcément que parfois il y a des moments où tu contre-perfs, il y a des trucs qui sont inhérents à ta qualité d'être humain en fait. On n'est pas juste des machines à gagner des médailles. Parfois, je sais pas, je dis des bêtises, mais je sais pas, il y a des choses qui se passent dans ta vie privée dont t'as pas forcément envie de parler. Et en fait, les gens ont du mal, surtout je vais caricaturer, mais le sportif qui est sur son canapé, qui dit celui-là il aurait mieux fait d'aller s'entraîner plutôt qu'aller boire des coups maintenant. Et en fait ils se rendent pas compte que en fait on est des êtres humains avec des émotions, des choses qu'on vit dans notre vie qui font que parfois ça se passe pas comme on le désire quoi. Ouais, puis t'as des adversaires aussi, ils sont bons. T'as quand même des mecs. Alors toi c'est différent parce que tu peux agir sur le comportement de ton adversaire en compétition, mais lui aussi il peut agir sur ton comportement. Exactement. Moi, le mec, s'il est plus fort, il est dans la ligne d'eau d'à côté, je vais faire quoi? Il est plus fort. Hein. Tu tombes sur un Michael Phelps ou un Caleb Dressel, pour moi, c'est pas grave, en fait. Tu vois, le plus fort gagne. Excuse-moi, je suis 2e sur 7 milliards. C'est pas non plus... C'est pas non plus déconnant. Mais ce qui est compliqué au jeu, pour moi, c'est que... Et c'est très français, je pense. Et moi, j'ai vécu les deux. C'est quand tu gagnes, c'est trop. Alors, toi, c'est cool parce que... On te donne plein de trucs, ça te flatte ton ego, c'est génial, tu vois, il faut le dire quand même. Mais du coup, tu deviens un demi-dieu pour les gens. Mais le problème, c'est que si tu fais 2e, t'es une sous-merde, tu vois. Et ça, c'est... je trouve qu'il faudrait... c'est français, donc ça ne changera pas, mais il faut un peu mettre à plat un petit peu tout ça, parce que moi, je suis passé, par exemple, à Rio, de 1er à 2e pour 1 centième. Donc, pour 1 centième, tu passes de demi-dieu à paria, tu vois, et je trouve ça hyper dur pour l'être humain qu'il y a derrière nous, tu vois. Donc, puis pendant les jeux, t'es un chiffre sur un tableau de médailles. Hein. C'est exactement ça. Le mec, il voit Enzo Lefort, il a réussi, il a pas réussi. Bon, de toute façon, après, je vais regarder du judo, je me fous. Allez, je mets. Te dire une heure, il va gagner de toute façon. Voilà. Donc, en fait, ils zappent. Et, avant, ils mettent ce petit commentaire sur l'équipe quand même. Oui, c'est ça. Putain, il est vraiment nul, ce mec.
On aurait dû prendre l'autre à sa place et ils zappent, ils te font du mal et voilà quoi. Donc c'est pas forcément simple, mais c'est le sport français. C'est le sport français. Ouais. Il y a aussi ce truc où, quand t'es athlète, ta valeur, t'en parlais très bien, ta valeur, elle est, en tant qu'être humain, elle est indexée à ta performance. Donc, tu gagnes, t'es un demi-dieu, tu te chies, t'es une sous-merde, et c'est vrai que les gens, ils s'en rendent absolument pas compte. Et du coup, c'est bien que ça vienne de toi, parce que c'est aussi ce qui m'a poussé à créer ce podcast, c'est pour montrer les différentes facettes des athlètes, et montrer que les athlètes, ce sont pas juste des machines à remporter de médailles, en fait, ce sont des êtres humains qui ont des émotions, qui ont leur propre sensibilité, leur levier de performance, et pour moi c'était hyper important, parce que les Jeux de Paris, on n'est pas prêts. Les athlètes français, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts, ouais. On n'a pas été... Quand je dis on n'a pas été préparé, c'est pas pour se victimiser, tu vois, mais quand... Non, on peut pas se préparer à ce truc comme ça, c'est pas possible. Un truc aussi submergent. Moi, ça va être encore pire, mais ça doit faire 1 an que tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit « Alors, les Jeux de Paris, t'es prêt ?» Nanana. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ouais, c'est un truc de fou. Et en fait, ils se rendent pas compte, mais c'est des petites vagues successives qui t'arrivent. Là, on commence à arriver assez près de l'objectif final, mais il y a la sollicitation des médias, l'attention, etc. Les gens ne se rendent pas compte à quoi ça peut être submergent. Ouais, parce que les gens, c'est leur petit truc, ils te le disent une fois. Et eux, ils passent à autre chose. Bah ouais. Mais c'est vraiment pas simple. Et c'est marrant que tu me parles de ça, parce que j'ai un de mes meilleurs adversaires avec qui j'ai fait un podium, justement. C'est beau ce que tu veux dire, ce que tu viens de dire, meilleur adversaire. Ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce qu'à chaque fois, on se tire la bourre et c'est génial. On a fait toutes les finales olympiques ensemble. C'est Bruno Fratus. D'accord. Et il a fait un podium à Tokyo. Et du coup, il s'est troué à Rio. Okay. Justement parce qu'il m'a dit, mec, t'es pas prêt. Vraiment, faut que tu prennes conscience que, ouais, la presse va te mettre la pression, etc. Mais il y a des choses que je pensais pas. C'est quand tu passes la sécurité au village. Bah, c'était un Brésilien. Nous, ça va être des Français. Allez, Enzo, vas-y, fais-nous rêver ce soir. Le conducteur du bus, la femme de chambre, la femme de ménage, tous les gens que tu vas croiser dans le village olympique, tu vas avoir 90% qui seront français et qui vont peut-être même pas te parler, mais ils vont te regarder du genre allez, donne-moi des émotions ce soir et donne-moi des émotions positives, t'as intérêt. Et en fait, ça va être ça tout le temps, et je pense que ça, c'est impossible de se préparer sur un truc comme ça. Donc il faut se blinder. Je pense que nous, ça va parce qu'on connaît, on voit ce que c'est. En fait, c'est ça. Ça va être nos 4e jeux. Ouais. Nos 4e jeux. Je pense qu'un jeune gamin. Alors, je pense que quand c'était premier, c'est peut-être tu fonces. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est possible. Je pense que c'est plus ceux qui sont 24, 25 ans, un peu au pic. Ils se disent c'est ma chance ou jamais de briller à domicile. Là, j'ai peur que ce soit plus néfaste que positif, malheureusement. Bah ouais, mais on verra ça. On verra bien. On peut pas spéculer. Ça reste du sport. Ça se trouve, on va tout niquer. On aura 110 médailles. Je pense pas, mais apparemment Emmanuel Macron a dit qu'il fallait qu'on ait 80, donc faut qu'on ait 80. Hein. Mais ouais, bon, écoute, respirons. Mais je pense qu'on aura quand même plus de médailles. Bah, déjà, statistiquement, il y aura avec les wildcards, tout ça, on aura plus d'athlètes qualifiés, donc plus de médailles. Mais ouais, je pense qu'on est, en tout cas. Si on fait 80 médailles, ça sera plus du domaine de la réussite et de la chance que du domaine de la préparation, malheureusement. Ouais, je pense que il y a des choses qui ont été mises en place, beaucoup, mais je pense qu'on est très loin de ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a cette espèce de French flair, nous. J'ai l'impression qu'avec peu de moyens, peu d'infrastructures, on arrive à faire beaucoup. On arrive à faire des trucs de fou. Il y a des sports qui sont hyper développés en France, mais quand je vois qu'on arrive à faire, par exemple, à Tokyo, champion olympique de volley messieurs, hand, filles, garçons, deuxième, je crois, les garçons au basket et les filles aussi, c'est ça? Et les filles aussi, ouais, exact. Donc, sur les sports co, je trouve ça assez bluffant, incroyable. hein. Et les gens doivent se dire, ouais, ils ont vraiment tout compris, mais en fait... Non, et on a juste des talents de fous. Mais tu vois, nous, on a un nageur qui explose en ce moment, c'est Léon Marchand. Ouais. Il s'entraîne aux États-Unis. Pourquoi? Parce que peut-être que là-bas, les infrastructures et comment ils voient le sport, c'est peut-être un petit peu mieux que nous. Donc, et la place qu'a l'athlète au sein de la société aussi. Moi, j'ai rarement vu un top athlète américain s'entraîner en France. Hein. C'est vrai, t'as raison. Donc, faut se poser les bonnes questions. Bah ouais, je pense que si nous, je crois que vous, il y a Isaura aussi qui est partie aux États-Unis elle est partie un moment, ouais. Elle est partie un moment et là elle est revenue, mais elle a encore un fonctionnement un peu différent, dans le sens où elle a créé sa propre cellule de performance, parce qu'elle a estimé qu'à un moment donné, le système ne lui convenait peut-être pas et que
elle a pris les choses en main, elle a créé sa propre style de mais moi, performance. je trouve ça génial. Bah, c'est hyper courageux. Ah ouais, et te mettre contre le système dans un pays, c'est assez compliqué. Ouais. Et il y a pire que nous. Hein. Moi, j'ai un athlète, celui qui a gagné les championnats d'Europe il y a 2 semaines de ça, là, Ouais. Ben Proud, qui est anglais. Il s'entraîne tout seul. Donc il a un coach, mais il a le même coach que moi, mais il se crée aussi ses séances et du coup il s'entraîne à un endroit qui lui plaît. Donc il s'entraîne en Angleterre dans des piscines intérieures où c'est un petit peu plus compliqué. Il s'entraîne en Turquie, il fait super beau. C'est là où j'ai repris en fait à Gloria. Et du coup il est pas aidé. Il a 0 subvention. Et je trouve ça dommage en fait parce que ce mec-là, il va te faire des podiums, il va sûrement faire une médaille olympique. Mais il n'a jamais le potentiel qu'il aurait pu développer. Impossible. Mais parce qu'il est pas dans le système, tu le punis. Donc tu lui donnes pas d'aide. Le mec, il paye ses vols pour aller au championnat du monde quand même. C'est un truc de fou. Je sais pas si tu te rends compte. Mais par contre, quand il est sur le podium... Là, les politiques viennent lui serrer la main. Tout le monde veut prendre un peu de sa victoire. Il a God Save the King, tu vois. Mais par contre, il y a pas d'aide derrière, quoi. Je trouve ça dingue. Tu pars du système, ok. Tant pis pour toi. Mais tu sais, moi j'ai peur qu'on arrive un peu comme ça en France parce que les Anglais, après les Jeux de Londres, enfin pour les Jeux de Londres, ils ont mis de l'argent sur les disciplines un peu phares, etc. Ils ont mis beaucoup de moyens. Et après, le système, il s'est un peu cassé la figure. Moi, j'ai peur que c'est ce qui se passe en France, que en fait, les Jeux, pour moi, ça devrait être la fête du sport et que le sport reprenne une place un peu centrale dans notre société. Et moi, je pense que malheureusement, en plus avec tous les bad buzz, etc., tout ce qui est en train de se passer avec Paris 2024, que juste, ok, ça va être cool les Jeux, mais qu'après, c'est un coup d'épée dans l'eau et que il y a encore moins de sport à l'école et que le sport français soit sur le déclin, tu vois. Mais je pense qu'on a cet avis-là parce qu'on a vu beaucoup de choses et comme tu dis, ça va être nos 4e Jeux, donc... on connaît un petit peu comment ça se passe et on n'est plus aussi utopiste qu'avant, tu vois. C'est ça. On est peut-être un peu cynique, je sais pas, mais moi ça fait 7 ans que j'entends Paris 2024, Paris 2024, Paris 2024. On va mettre des choses en place. Par contre, j'ai pas entendu un truc sur Los Angeles 2028. T'en fais quoi de ces athlètes qui vont être au 1er septembre 2024, qui vont devoir se repréparer pour des championnats du monde en 2025, etc., etc. Donc on nous parle que de ça. On nous dit on va vous mettre des aides jusqu'à août, etc., etc. Mais les mecs, quand ils vont avoir 22-23 ans, nous au final, c'est pas très grave pour nous, tu vois, parce que on devrait arrêter, on est plus proche de la fin, tu vois, on va pas en faire 8 déjà. On est sur l'autre versant de la colline. Voilà. Donc moi je me bats un peu en ce moment et avec certaines personnes, enfin je me bats, c'est une image, hein. Mais pour qu'on pense aussi à ces athlètes qui vont continuer, parce qu'il y a des athlètes qui seront certainement favoris, qui vont se planter, parce que c'est la nature des choses. Ces athlètes qui sont pas du tout favoris, qui vont gagner, le sport, c'est comme ça. Et ces athlètes-là, faudra s'en occuper, en fait, en septembre 2024. Parce que l'après-Jeux Olympiques... J'ai hyper peur de ça, moi. L'après-Jeux Olympiques, il est compliqué, tu l'as dit, il est compliqué à vivre, que tu gagnes, que tu perdes, et on va pas se mentir. Les sponsors, alors aujourd'hui, c'est cool, il y a plein d'athlètes qui arrivent à vivre de leur sport, c'est vraiment cool, mais des athlètes qui feront peut-être même pas les Jeux Olympiques, mais franchement, c'est trop bien, mais on va pas se mentir, c'est aussi un intérêt purement purement marketing. Les marques, après les Jeux, elles vont se retirer, et il y a plein de sportifs qui vont se retrouver dans la précarité. Et comment on va préparer une nouvelle génération d'athlètes pour les Jeux de Los Angeles? Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas non plus, mais je sais que ça va forcément débloquer des trucs chez certains athlètes, mais il y en a d'autres qui vont être complètement perdus, à mon avis, parce que il y aura, de mon point de vue, moins de subventions. Tu vois, là, ça devient limite politique, tu vois. Il faut qu'on fasse nos 70-80 médailles pour dire, regardez, on a fait nos 80 médailles, parce que c'est en France et que c'est de la politique, en fait. Mais une fois qu'on aura fait ça, les Jeux à Los Angeles, le sport, ça sera un petit peu mis de côté et il y aura autre chose. Et c'est comme ça, parce que le sport, c'est vraiment pas central dans notre culture. On est un pays latin, culturel, l'art, les poètes, les écrivains, les peintres, etc. Et c'est vraiment pas grave, tu vois. Moi, j'aime énormément notre histoire et je trouve ça génial, mais on peut pas tout faire bien et voilà, on verra en septembre, peut-être un petit peu plus loin. Mais je pense que même toutes les personnes qui sont dans les fédés, les grands dirigeants, peut-être qu'ils vont arrêter après Paris et ça va être le désert, le néant. Ouais. Je pense que ça va dépendre des fédés, en fait. Si t'as des fédés qui réussissent bien, je pense que ça va. Mais t'as des fédés qui ils vont galérer parce que on vous a mis en place plein d'aides et vous nous ramenez pas de champions. Comment ça se passe? Ok, là c'est bon, on vous vire. Fini. Ça va être dur.
Ouais. Mais en tout cas, je suis content de voir que, ce sont des C'est choses. pas le seul. C'est ça mais que surtout que t'es conscient de ça, de ce combat que tu mènes. Et puis, on se connaît un peu, mais je pense qu'on a appris à faire plus ample connaissance sur ce podcast. Pour la petite histoire, Florent et moi, on s'est rencontrés en boîte de nuit à Londres, après les jeux de Londres. On va dire qu'on se connaît à 90%, on s'est vu à 90% du temps en soirée. Ouais, c'est Enzo et ça, moi. en soirée. Mais Donc ça fait bizarre d'avoir une discussion un peu constructive. Sans avoir tu veux un verre. C'est la maturité, ça, mais surtout par rapport à ça, même t'es hyper fédérateur, t'es tout le temps content d'aller voir d'autres sports. Je me souviens, t'avais fait une interview à Combini où t'avais dit que que l'épreuve que tu serais chaud d'aller voir au jeu, ce serait de l'escrime. Et pour tout ça, moi, franchement, je ferais campagne pour que tu sois porte-drapeau merci, mec. au jeu de Paris, parce que pour moi, tu représentes vraiment ce champion qui a gagné hyper jeune, qui a su se réinventer, parce que ça aussi, c'est compliqué. Une fois que tu as gagné jeune, il faut se réinventer, trouver des façons de progresser. Face aux échecs, tu rebondis toujours, tu progresses. Et tu as aujourd'hui 33 ans, tu fais office de dinosaure dans l'équipe de natation dont tu es le capitaine. Donc pour toutes ces raisons, je pense que tu ferais un porte-drapeau magnifique. Donc franchement, moi, c'est très gentil. Je ferais campagne pour ça. C'est chiant parce qu'on est la même semaine, donc je pourrais pas venir te voir, mais par contre, on pourra faire les mêmes soirées. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Avec les judokas, comme avec d'habitude, les judokas, nageurs et escrime. Ça, c'est la trinité des jeux. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'escrime, en fait, pour moi, t'as des épreuves comme ça, des sports qui ont des valeurs de l'olympisme incroyables. Et quand j'étais gamin, en 2000, j'ai regardé les jeux, mais j'étais très jeune. Mais en 2004, j'ai commencé à regarder les jeux chez moi, et après j'y suis allé parce que ma sœur avait gagné, on nous avait invités. Mais j'aimais beaucoup regarder les sports comme l'escrime, parce que déjà, on faisait beaucoup de médailles. Moi, je me rappelle être venu au Club France en 2004. Et j'étais là, c'est Brice Guyard, c'est trop bien. C'est Laura Flessel, c'est trop bien. Et en fait, c'est des sports qu'on voit très rarement et qui sont mis en lumière au jeu. Le judo, c'est pareil. Et moi, c'est pour ça que j'adore les jeux, parce que tu vois des sports de fou. Et même les Jeux paralympiques, tu vois, quand je suis rentré de Tokyo, j'ai vu du rugby fauteuil. Ouais. Et ça, j'avais jamais vu. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment pas mal, en fait. Tu vois, ils devraient en mettre plus, parce qu'on voit beaucoup de foot, on voit beaucoup de rugby, de basket, et au final, tu te lasses pas, mais c'est un peu tout le temps la même chose, tu vois les mêmes personnes, etc. Moi, j'adore voir des nouveaux sports, des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, tu vois. Et l'escrime, c'est en plus, moi, je vous connais bien, donc c'est un des sports que j'aimerais bien aller voir. Donc, j'y aller voir, j'espère en fin de première semaine. En fin de première semaine, ou bien quand tu auras arrêté ta carrière, t'inquiète pas, je t'inviterai sur les compètes. Donc, on arrive vers la fin du podcast. Ouais. J'ai une question que je pose à chaque invité. Ouais. Oula, ça me fait peur, ça. Non, pas du tout. Il y a pas de piège ici. Okay. On est dans une safe play, c'est hyper bienveillant. Pour toi, c'est quoi la définition du rebond? Métaphoriquement, ou bien premier degré, c'est vraiment très perso. Pour moi, le rebond, c'est de toucher le fond, sportivement, parce qu'on en parle de sport. C'est d'avoir été très haut, parce qu'un ballon, par exemple, si tu prends un ballon, c'est qu'il est haut, et si tu veux qu'il rebondisse, déjà, il faut qu'il parte de haut, il faut qu'il revienne haut. Donc, ça veut dire qu'il y a deux hauts, mais du coup, s'il y a deux hauts, il y a un seul bas. Donc, je trouve ça plutôt cool. Le rebond, c'est une carrière, tu peux commencer en haut ou en bas, peu importe. Mais en tout cas, t'as tout le temps des rebonds, Et moi, j'aime ça, parce que j'aime bien l'intensité. Et quand t'as des ups, t'es très, très, très heureux. Mais t'es très heureux parce que t'as aussi eu beaucoup de moments où t'as été très down. Et tu sais ce que c'est quand donc voilà, les moments où le ballon il touche le sol, ça fait mal. Ils sont beaucoup plus importants que les moments où ton ballon il est en l'air. Donc quand tu gagnes et que le ballon il est en haut au moment du rebond, c'est quand même cool. Ok, chiant, mais merci. Parfaite définition. Merci Merci d'avoir été avec nous, Flo.